que dans la majorité des cellules, la membrane est semi-perméable et elle est perméable à l'eau. Donc l'eau, elle peut passer. Donc ici, l'osmose, ça va pas être la même chose que les diffusions qu'on avait avant. Avant, on allait du plus concentré au moins concentré. Et donc ça, c'est le sens, enfin c'est le gradient de concentration. Mais ici, ça va de la zone la plus diluée à la zone la moins diluée. Donc on va avoir 2 compartiments. Ici, on va avoir 2 points. En fait, il faut prendre en compte aussi le liquide, parce que c'est ça qui va passer, l'eau. Et ici, elle est beaucoup plus concentrée. Donc pour que la concentration soit pareille, l'eau doit passer de l'autre côté pour égaliser la concentration. Même si le volume est plus important, la concentration sera la même. Alors, le flux osmotique, elle dépend de la différence de concentration. Donc c'est avec la différence de concentration que le flux osmotique va se faire. Et une fois que l'équilibre est atteint, ça ne va plus influencer l'osmose. Du coup, il n'y aura plus de flux osmotique parce qu'elle aura atteint l'équilibre. Alors, pour l'aquaporine, c'est des protéines membranaires où l'eau passe. Et elles sont toujours ouvertes. Donc l'eau peut passer quand elle en a besoin. C'est toujours ouvert. Et pour la densité, donc le nombre d'aquaporine sur la surface membranaire, ça dépend du type du tissu et de la cellule. Comme par exemple dans les reins, c'est juste des exemples pour illustrer, il ne faut pas connaître, mais dans les reins, on va avoir beaucoup d'aquaporine parce que justement, on va filtrer le sang, et il y a de l'eau aussi. Pour les muscles, les cellules musculaires, il y a moins d'aquaporine, et dans l'épiderme, comme par exemple, il n'y en a pas ou très peu d'aquaporine. Donc là, il n'y a pas de densité, et là, il y a beaucoup de densité. Bon, pour calculer la concentration de l'osmose, ça va se faire en osmole. Donc, ça dépend de la masse et du type de molécule. Et donc, une osmole, c'est le nombre de particules dissoutes dans l'eau. Donc, je l'ai noté ici, mais comme par exemple, quand on a NaCl, quand elle se dissout, on a Na plus Cl-. Donc ici, on va avoir 2 particules. De base, on a une molécule et on va se retrouver avec 2 particules qui sont 2 osmoles. Donc, on va prendre comme exemple, imaginons qu'on a une mole de NaCl dans 1 litre et on va voir ce que ça produit après la dissociation. Donc après la dissociation, on va toujours avoir une mole de Na plus et une mole de Cl-. C'est normal, genre ça va pas être une demi. Vu que là on a une mole pour les deux ici, on a une mole de Na et une mole de Cl. Et comme elles sont ensemble, ça fait une mole, ça fait toujours une mole. Parce que c'est une molécule. Et comme elles se dissocient, on va avoir une mole, donc une quantité de Na plus et une quantité de Cl-. Donc on va avoir 2 moles de particules dissoutes. Et donc ici, on va avoir 2 osmoles par litre. Donc l'osmole, c'est l'unité qui mesure la quantité de matière. Donc c'est pour ça que ici, c'est pas un demi, c'est la quantité de matière. On a une molécule qui vont donner 2 particules, mais on a toujours une mole partout. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Alors, comment fonctionne l'osmose ? Donc ici, comme par exemple, on a toujours la membrane semi-perméable, et là, on a toutes des particules, des solutés qui sont non diffusibles. Donc elles ne vont pas passer par la membrane, ces particules. Par contre, l'eau, elle peut passer à travers la membrane. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de solutés ici, et ici, il y en a beaucoup. Donc, pour que ça s'équilibre, l'eau doit passer de l'autre côté pour diluer plus les solutés qu'il y a en trop ici. Donc, une osmose va se passer et la pression osmotique va faciliter le passage de l'eau vers l'autre compartiment.
Et donc après l'équilibre, on va avoir un peu plus d'eau ici, comme ça va se déplacer. Et on aura la même concentration en osmole dans le compartiment 1 que dans le compartiment 2, là ici. Donc ici, quand l'eau va s'ajouter, ça va pas être aussi simple que ça. Il va y avoir des paramètres qui vont s'ajouter en plus. Donc on va avoir une pression hydrostatique. Donc une pression hydrostatique, c'est une pression de l'eau qui se fait par rapport à la hauteur. Donc ici, on a la différence de pression par rapport à la hauteur de l'eau qui est rajoutée en plus. Et donc en fait, cette pression hydrostatique, elle va pousser vers le bas. Comme c'est par rapport à la hauteur et que l'eau est en hauteur, elle va pousser vers le bas. Mais bon, ça va poser un problème parce que ça veut dire que l'eau va repasser de l'autre côté. Mais s'il repasse de l'autre côté, l'équilibre va être cassé. Donc ça va pas bien se passer. Donc on va encore rencontrer la pression osmotique qui va bloquer l'eau pendant que la pression hydrostatique pousse l'eau. Elle ne va pas passer parce que la pression osmotique va bloquer l'eau. Et c'est pour ça qu'on dit que la pression hydrostatique oppose la pression osmotique. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand l'eau passe de l'autre côté et qu'on a la quantité totale ici, ça s'appelle le volume osmotique. Donc c'est tout ça. C'est pas juste ça, c'est tout ça. Alors, que se passe-t-il quand on a deux solutions isotoniques? Donc isotonique, c'est quand ici on a deux milieux isotoniques, donc on a la même concentration et on a le même nombre de solutés ici par rapport à la solution, donc l'eau. C'est la même chose. Et il ne va pas avoir de déplacement du coup. Parce que l'équilibre est déjà fait justement. Quand on a deux solutions isotoniques, c'est quand l'équilibre est fait. Alors, pour le glucose, on ne prend pas en compte les solutés non diffusibles. Là, j'ai fait un exemple qui n'est pas dans les PowerPoint avec les cellules. Pour une cellule hypotonique, donc ici, on peut voir que la concentration, elle est très basse. Et enfin, les solutés, il n'y en a pas beaucoup. Et ici, il y en a beaucoup des solutés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a vu comme avant, l'eau, elle doit diluer la forte concentration. Donc, l'eau, elle va sortir de la cellule pour diluer les concentrations qui sont à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la cellule? Elle va rétrécir. Parce que il y a du volume qui sort. L'eau sort, donc il y a du volume qui sort de la cellule. Et la cellule, elle va rétrécir. Et donc, petite chose à rajouter. Donc, dans le milieu extérieur, la pression osmotique va augmenter. Et à l'intérieur, elle va diminuer. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau va sortir. Et pour pas que l'eau ressorte encore après que la cellule se soit rétrécie, la pression osmotique va bloquer l'eau de la cellule. Alors, pour une cellule hypertonique, c'est quand on a une concentration plus élevée de soluté non diffusible, donc qui ne sort pas. Et donc ici, c'est l'inverse de l'hypotonique. On va avoir beaucoup de soluté à l'intérieur de la cellule et très peu de soluté à l'extérieur de la cellule. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'eau va rentrer dans la cellule pour la diluer. Parce que là, il y a trop de soluté. Elle est trop concentrée, la cellule. Donc l'eau va rentrer. Et la cellule, elle va grossir. Comme il va avoir une augmentation de volume. Et donc ici, c'est l'inverse. L'eau va rentrer. Donc la pression osmotique, elle va pas se faire de ce côté-là. Elle va se faire de ce côté-là pour bloquer l'eau quand l'équilibre est atteint. Pourquoi? Parce que si l'eau, elle rentre trop et qu'elle dilue trop la cellule, elle peut éclater. Et donc, la cellule, elle meurt. Donc, pour les exemples, ici, on a du NaCl 9 millimolaires. On avait vu que c'était le poids moléculaire du NaCl, c'était 58,44.
Donc le NaCl est ici, et ici il n'y a pas de NaCl. Donc déjà, si on demande quels sont les types de milieux, ici on peut dire que c'est un milieu hypertonique, comme il y a du soluté, il y a quand même pas mal de soluté, et ici hypotonique, parce qu'il n'y a pas du tout de soluté, donc c'est inférieur. Voilà. Donc déjà, première question, est-ce que le NaCl va passer? Bah non, parce que le cutoff il est de 20, et pour que le NaCl passe, le cutoff doit être supérieur à son poids moléculaire, donc il doit être 200, comme par exemple, s'il veut passer, mais ici il est de 20, il est trop inférieur. Donc ici, comme on a un milieu hypotonique et ici un milieu hypertonique, bah, l'équilibre il n'est pas fait, il faut que ce soit deux milieux isotoniques. Donc l'eau, comme la membrane est semi-perméable et l'eau est hyperméable, l'eau va passer et il y aura une pression hydrostatique ici et une pression osmotique pour bloquer l'eau, pour pas qu'elle repasse par là. Faut pas qu'elle passe comme ça et qu'elle repasse comme ça sert à rien. Faut qu'elle passe là et que ça garde l'équilibre. Donc ici, voilà, il y a plus d'eau ici même si on ne le voit pas. Et la pression hydrostatique, elle sera de 306 mg mercure. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas calculer, c'est juste un exemple. Et d'ailleurs, ça, c'est la pression hydrostatique, c'est pas la pression osmotique. Voilà. Donc, pour l'exemple numéro 2, ah ben justement, on a toujours du NaCl 9 millimolaires. Mais ici, le cutoff, il correspond. Donc, le NaCl va passer la membrane. Et pour l'eau, bah, du coup, ma question, c'est est-ce que l'eau doit aussi aller de l'autre côté? Ben, pour moi, du coup, le NaCl, il va de l'autre côté. Et ben, il faut quand même un équilibre dans les deux pour que ce soit isotonique. Donc peut-être qu'il y a passage d'eau aussi. Non, il n'y a pas passage d'eau. Donc là, c'était vraiment pour illustrer le NaCl. Voilà. Et troisième exemple, ici on a l'albumine. Alors il faut savoir que l'albumine, vraiment, le poids moléculaire de l'albumine, il est énorme, je crois, il est même de 6000, je suis pas sûre. Et donc le cutoff, il est vraiment, vraiment inférieur au poids moléculaire de l'albumine. Donc ici, il va avoir une diffusion d'eau seulement, et toujours la pression hydrostatique, etc., comme j'ai expliqué avant. Et donc il va avoir une pression hydrostatique, et l'albumine va rester dans son compartiment. Voilà. Alors, exercice 1. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, on a du glucose 9 millimolaires. On a un cutoff de 180. Ici, c'est trop inférieur. Donc, le glucose, il va rester dans le compartiment 1 et l'eau va passer de l'autre côté. Donc, il y aura une pression hydrostatique toujours. Oui, voilà, il y a une pression hydrostatique. Alors, pour l'exercice 2, donc le glucose, il est de 180. Et là, le cutoff, il est supérieur. Donc, le glucose va passer de l'autre côté via des transporteurs. Voilà. Alors, on va parler de la filtration. Donc, la filtration, déjà, il faut retenir, la chose la plus importante à retenir, c'est que la filtration, c'est que la pression hydrostatique, elle est plus grande que la pression osmotique. Et l'exemple qui est montré dans le TP virtuel, c'est les capillaires. C'est vraiment un exemple à bien retenir. Donc dans les capillaires, donc ça c'est un capillaire, ici on a le sang, et en fait il y a une pression sanguine qui est exercée. Et cette pression sanguine, elle correspond à la pression hydrostatique. Donc pour l'échange de pression, elle va correspondre au principe des vases communicantes, on appelle ça comme ça. Et donc, l'endroit où la pression est la plus élevée, donc le liquide va de l'endroit où la pression est le plus élevée à l'endroit où la pression est moins élevée. C'est logique en vrai. Donc, comme j'ai dit, on a la pression sanguine qui correspond à la pression hydrostatique. Et donc, c'est la pression des vaisseaux, c'est la même chose. Elle va être plus grande
que la pression du reste du corps. Donc ici, ça va être la plus grande et le reste du corps, la pression elle va être moins élevée. Et comme on a dit avec le principe des vases communicantes, la pression la plus élevée va aller, oula, j'ai bégayé, va aller à la pression la moins élevée. Donc on a une différence de pression hydrostatique, bien évidemment, parce que l'eau va sortir des capillaires grâce à la différence de pression hydrostatique. Et donc ici, la pression hydrostatique, comme je l'ai dit, elle va pousser l'eau. Donc ici on a un capillaire, des albumines, le milieu interstitiel et l'eau. Donc la pression hydrostatique du sang va pousser l'eau à l'extérieur et elle va aussi pousser des substances qui sont dissoutes, comme le Na+, le glucose et les acides aminés. Par contre, il faut bien faire attention parce que les Na+, glucose, etc., elles vont pas sortir par le gradient de concentration. Parce que ici, c'est vraiment la pression qui va faire sortir les substances et l'eau. Donc en fait, c'est un transport en masse. Faut pas retenir ça, c'est juste moi j'explique si jamais il pose une question dessus. Et donc là, on voit bien que l'albumine, elle reste, même s'il y a des substances qui sortent. Et en fait, l'albumine, elle est trop grande. Du coup, elle va rester dans le capillaire, ici. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que le capillaire, il va avoir moins d'eau et il va être trop concentré en albumine. Donc ici, on va avoir un phénomène d'osmose. Ici, on a déjà un phénomène d'osmose, mais ici, du coup, on va avoir la deuxième pression qui est exercée dans l'osmose, donc la pression osmotique, pour diluer le sang contenant l'eau qui doit être diluée. Donc, on a une deuxième pression. Il faut savoir que cette pression, elle est moins forte que la pression hydrostatique. Donc, alors ça, il faut bien comprendre. La pression osmotique du sang est plus grande que la pression osmotique du liquide interstitiel. Mais comment comparer les deux ? Comment retrouver quelle pression est la bonne ? En gros, ça ici, c'est la pression du sang, celle qui rentre, parce que c'est l'albumine qui est trop concentrée dans le sang. Donc c'est ça qui va mettre en marche la pression osmotique sanguine. Alors que la pression osmotique du liquide interstitiel, ça va être le liquide interstitiel qui va induire la pression osmotique. Dans ce cas-là, ici on n'a pas donné d'exemple, c'est vraiment celui-là qui est le plus important et il est le plus grand que l'autre. Donc voilà, c'est vraiment pour bien distinguer les deux. Donc ici dans un capillaire, la différence de pression osmotique, donc entre ça et ça, donc ça c'est la plus grande, donc la différence de pression osmotique qui attire l'eau est plus petite que la différence de pression hydrostatique qui pousse l'eau en dehors du capillaire. Donc on a clairement un mouvement net d'eau. Donc le mouvement net d'eau, ça va être la pression hydrostatique qui va gagner et qui va... l'eau va plus sortir du coup. Elle va sortir du capillaire. Et ça correspond à la filtration. Donc là, on fait une filtration. Alors, quelques exemples. Ici, on a un cut-off de 20 et on a tous les composés ici. Mais le cut-off de 20, comme on l'a vu déjà avant, il est vraiment très bas. Genre, même le NaCl, il va pas passer. Je m'en souviens plus très bien du poids moléculaire, mais je crois que ça c'est 23 et ça c'est 35. Ah oui, d'ailleurs, dans la première vidéo, je me suis trompée. Je prenais le poids moléculaire total, mais c'est par ion en fait. Donc voilà. Donc ici, il n'y a rien qui va passer. Mais on fait une analyse de la membrane quand même. Et tous les substituants vont être présents à la surface de la membrane. Enfin, pas la surface, mais sur la membrane. Donc, on mesure. Le taux de filtration, il est quand même d'1 millilitre par minute. Et pour les concentrations en filtrat, donc ce qu'on trouve ici, on va rien avoir du coup, comme rien n'est passé. Et c'est en milligrammes par 1 millilitre. Ici, donc on a un cut-off de 50. Le cut-off, il est supérieur
au poids moléculaire du NaCl. L'urée, elle est de 60, je pense, et glucose de 180. Eux, ils sont supérieurs au cutoff, donc ils vont pas passer. Mais le NaCl, il va passer. Donc on va faire une analyse de la membrane. Donc tous les solutés vont être là quand même. Le taux de filtration va augmenter et on va avoir une concentration au filtrat de 8,66. Pour l'exemple 3, le cutoff il est de 100 et donc l'urée, donc le NaCl il passe d'office du coup comme on a vu avant, et l'urée elle est de 60 grammes par mol. Et donc comme le cutoff est supérieur à 60 et à 23 et 35, ah bah les deux composés là ils vont passer à travers. Le glucose ne passe pas parce que son cutoff est son poids moléculaire est supérieur au cutoff. Donc ici on va faire une analyse de la membrane quand même. Donc tous les solutés sont présents sur la membrane, c'est toujours comme ça. Le taux de filtration va augmenter et ici on va avoir une concentration au filtrat en urée. Et on peut analyser ici que même s'il y a des autres substituants que Na+, et Cl-, qui passent la membrane, la concentration, elle ne va pas changer. Pour l'exemple 4, donc ici on a un cutoff de 200, donc ici tout va passer, comme l'albumine c'est 180, tout va passer. On va faire une analyse de la membrane. Donc tous les solutés sont présents. Le taux de filtration a augmenté parce qu'on a plus filtré de substituants. Ah oui, peut-être j'ai fixé l'albumine avant, mais c'est le glucose qui passe. Bref. Et donc ici, on a les concentrations en filtrat et on voit que ça reste toujours le même aussi. Donc là, toujours 8,66, 4,74 et là, on a une nouvelle concentration, 4,39. Donc ici, on a les tableaux récapitulatifs. Donc tous les exemples qu'on a fait, c'était avec 50 mm par mercure. Donc ce qu'on peut constater, là j'ai remis les poids moléculaires, et ce qu'on peut constater, c'est que plus le cutoff il est élevé, plus le taux de filtration va augmenter. Et en soi, c'est logique parce que plus le cutoff est élevé, plus il va laisser passer plus de soluté et donc il va plus filtrer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc le taux de filtration va être plus élevé. Et donc plus le cutoff est élevé, plus on va avoir des nouvelles concentrations de soluté. Et plus il va y avoir des solutés qui passent à travers la membrane et donc on a plus de soluté dans le filtrat. Alors pour le tableau 2, on va faire un petit comparatif entre le tableau 1 et le tableau 2, surtout avec la pression hydrostatique et les taux de filtration. Donc là, on peut voir, ici c'est toujours pareil que ce que j'avais dit au tableau 1, et la pression, elle est 2 fois plus importante que dans le premier tableau. Et en fait, la pression, elle est proportionnelle au taux de filtration. Donc quand ici on fait x2, dans le taux de filtration on fera x2 aussi, 1 x2, 2, ici x2 aussi, ici x2 aussi, et pareil ici. Mais par contre, chose importante à retenir, même si le taux de filtration est augmenté et la pression aussi, la concentration, elle reste toujours la même. C'est toujours la même chose. En fait, c'est surtout la quantité de volume qui va changer. Donc il y aura plus de volume ici qui va rentrer d'un compartiment à un autre. Mais par contre, la concentration, elle restera toujours la même, parce que c'est proportionnel. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Oui. Alors, pour le transport actif, donc ici, le transport actif, c'est d'une zone de faible concentration à une zone de forte concentration. Donc c'est pas la même chose que la solution facilité, qui va du plus concentré au moins concentré. Donc ça, c'est pas du tout un gradient de concentration. Alors,
la fixation des substances du transport actif à un transporteur membranaire, on appelle ça des pompes. On a 2 types de transport actif, on a le primaire et le secondaire. Et on va commencer par l'actif primaire. Donc, la chose essentielle à retenir dans le transport actif primaire, c'est que l'énergie vient de l'hydrolyse d'un ATP en ADP. Donc, on a besoin d'un ATP pour que le transport se fasse. Les pompes s'appellent ATPase et comme exemple, on a la pompe Na+, K+, ATPase qu'on connaît très bien. Donc, je vais réexpliquer. Donc, cette pompe maintient les concentrations intracellulaires en Na+, et K+. Et donc, cette pompe, elle va permettre la sortie de Na+, donc là, c'est dans la cellule, et l'entrée des K+, dans la cellule. Donc, cette sortie et entrée va se faire avec le gradient de concentration et l'ion principal dans le milieu extracellulaire, ça va être le Na+, parce qu'il va sortir, et à l'intérieur, ça va être le K+, parce qu'il va rentrer. Donc, comment ça fonctionne? Là, on peut voir le Na+, il veut sortir, mais ici, c'est fermé. Et comment ça s'ouvre? Ici, il y a l'ATP qui va venir activer l'ouverture de la pompe. Après, ici, ça va s'ouvrir ici et se fermer ici. Et l'ATP va devenir un ADP plus en phosphate inorganique. Voilà. Il y a d'autres exemples comme le calcium de plus ATPase dans le réticulum sarcoplasmique, qui se trouve dans le muscle, ou le H plus ATPase. Pour le transport... Oh, j'arrive plus à parler là. Dans le transport actif secondaire, on utilise l'énergie du gradient électrochimique. Et c'est pas du tout l'ATP. Donc électrochimique, différence de charge, chimique, différence de concentration. Dans ce transport, il y a un couplage avec la diffusion facilitée par un transporteur. Donc exemple, l'énergie libérée par la diffusion facilitée par un canal de Na+, donc ici Na+, va rentrer et ça va produire de l'énergie pour induire, comme par exemple au glucose, de rentrer aussi. Par contre, il y a 2 types du coup d'induction, on va dire. C'est un exemple, donc je ne sais pas si c'est vrai en temps réel, mais le Na+, qui rentre et qui donne de l'énergie, soit elle va faire rentrer un autre substituant, donc là c'est antipore, ou soit elle va faire sortir en même temps que lui, dans le même sens que lui, une autre substance, et là c'est sympore. Ici on va faire plusieurs exemples. Donc pour le transport actif primaire avec l'ATP, ici on a du NaCl 9 millimolaires avec de l'eau et de l'eau de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est une pompe NaK+, on n'a pas de K+, donc le Na peut pas sortir tout seul. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de passage de soluté d'un compartiment à un autre. Parce qu'il faut du K+. Ah ben justement, ici, on a du KCl, donc du K+, et du NaCl, donc du Na+. Donc ici, on aura une sortie de Na+, et une entrée de K+. Et bien sûr, c'est pas égal du tout. Ici, c'est mesuré, donc... Attendez, what the fuck? Oui, donc ici, le Na+, il va aller de l'autre côté. Il va se diluer un petit peu. C'est pas à la moitié, quoi, parce que la moitié, c'est 4,5. Et le K+, il va rentrer un petit peu. Donc le Na va sortir un petit peu et le K va sortir un petit peu, va rentrer un petit peu. Et ici, le Na, il va rentrer aussi un petit peu ici, dans ce compartiment. Et le K+, il va être fort présent. Pour l'exemple 3,
on a plus d'ATP. Ici, on en a 10. Avant, on en avait 1. Donc, plus l'ATP il est grand, plus la concentration en Na et K+, vont être importantes. Donc ici, on avait 9 à la base. Et là, on a tous les Na+, qui sont sortis, qui sont allés de l'autre côté. Alors que là, il y en avait encore des Na+. Attends, non, en fait, j'ai pas compris, je crois. Enfin, soit, au pire, c'est pas important. Mais la concentration, elle va être plus importante en Na+. Donc la concentration qui change de place va être plus importante. Et du coup, il y a une augmentation du transport en NaCl et KCl et K+, pardon. Purée, je dis n'importe quoi, mais bref. En Na+, et K+, vu que il y a plus d'ATP quoi, pour permettre au NaCl et au K+, de rentrer et sortir. Alors, pour le transport actif, on a le sympore, donc c'est quand les molécules impliquées et les ions moteurs vont dans le même sens. Donc ici, on a 500 transporteurs SGLT1, c'est des cotransporteurs glucose-sodium dépendants. Donc ici, on a du glucose ici aussi, et on a du Na+. Le Na+, par le gradient de concentration, va aller de l'autre côté, et il va faire une diffusion facilitée par canal. Donc, ce Na+, qui va dans un autre compartiment, va donner de l'énergie pour que le glucose se déplace aussi dans le bon compartiment. Donc ici, il y a plus de glucose ici, là, il y en a moins. Donc, ça va de la zone... Attendez. Oui, donc ça va comme ça. Je crois. Voilà, donc le gradient électrochimique de Na+, va donner l'énergie et ça va permettre l'entrée secondaire active du glucose. Pour l'exemple de l'antipore, donc ici on a du Na+, du Ca2+, et du Ca2+. On voit que la concentration de Ca+ est plus élevée ici et là moins élevée. Et on a d'abord le Na+, qui va aussi faire une diffusion facilitée par canal, ce qui va induire... donc là c'est Na+, et l'énergie qu'a donné la diffusion va induire au Ca2+, son entrée. Voilà. Donc ici on a un exercice récapitulatif. Donc ça représente une glande salivaire hypotonique et alcaline. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails avec ça, juste ils ont donné à chaque fois ce qui se passait. Et donc il faut déterminer tous les types de transport. Donc le premier, c'est une entrée d'eau. On a vu que quand c'est une entrée d'eau, on parle d'osmose. Donc ici on a une osmose. Pour le passage du Cl- dans la cellule vers la lumière, de 2CO, ici on a une diffusion facilitée par un canal. Pour le 3, on a une entrée de Na avec une sortie de H+. Je pense que c'est l'H+ ATPase et du coup c'est un transport actif secondaire vu que le gradient de concentration du Na induit la sortie du H+. Oui, c'est ça. Pour le 4, on a... c'est où le 4 ? Oh là, on a une entrée de Na+, avec sortie... Ah non, entrée de 2 Cl+, de 1 Na+, et de 1 K+. Pour moi, c'est un transport actif secondaire parce qu'il y a certainement une molécule, je crois que c'est le Cl, qui va induire aussi l'entrée
des deux autres ions. Et donc pour moi c'est secondaire et sympore. Ouais. Pour le 5, voilà, on a une entrée de, je sais pas, c'est quoi? Entrée de Cl- et sortie de HCO3-. Donc un induit l'autre. Donc c'est aussi transport actif secondaire et ici sympore. Antipore, pardon, oui je voulais dire antipore. Pour le 6, ça c'est par canal. Pour le 7, comme on a un ATP, c'est transport actif primaire. Le 8, c'est par canal aussi. Le 9, c'est par canal aussi. Voilà. Canal. Ouais, c'est bon. Ici, on a un épithélium du rein. Et on se demande sur ce schéma quels sont les types de transports qui sont utilisés par le K+. Donc ici, il y en a un, donc le Cl, qui induit la sortie aussi du K+. Donc c'est un transport actif secondaire dit de sympore, comme ils vont dans le même sens. Pour le 2, c'est diffusion facilitée par canal. Pour le 3, comme il y a de l'ATP, c'est transport actif primaire. Le 4, c'est aussi diffusion facilitée par membrane. Et ici, le Cl- induit l'entrée de Na+, et de K+, et donc c'est un transport actif secondaire. Sympore aussi. Voilà.